Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci au public d'être présent assez nombreux aujourd'hui. Merci aux élus d'être ici aussi pour cette séance du conseil municipal donc du 16 avril 2014 à 18h30. Nous avons un petit peu plus de 11 questions à traiter. D'abord, nous allons désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Je propose Madame Thomas, si vous en êtes d'accord. Pas d'objection. Donc Madame Thomas est désignée secrétaire de séance et elle va procéder à l'appel. Pépin Bonnet Stéphane. Présent. Laurence Thomas. Présent. Mia Angèle. Présent. Grenouillon Hélène. Présent. Alberto Sandré. Présent. Carminati Céline. Présente. Gaudi Cyril. Présent. Soulé Lognon Gisèle. Présente. Mian Eric. Présent. Marc Yari. Présent. Nègre Attica, procuration à David Coura. Marin Philippe. Présent. Burlet Louisella. Elle ne va pas tarder, mais absente. Justiniani Brigitte, procuration à Gisèle Soulé-Lognos. Foulgat Christophe. Présent. Glomo Lucie. Présente. Pourra David. Présent. Filieu Émilie. Présente. Despatio Rony, procuration à Lucie Glomo. Niedos Marie-Laure. Présente. Trouillet René. Présent. Texier Michel, procuration à Laurence Thomas. Prévost Michel, procuration à Angèle Mian. Loubet Sylvie. Présente. Papin Jean-Louis, procuration à Sylvie Loubet. C'est bien le désordre. Bouteiller Yvette. Présent. Sanchez Gilbert, pardon. Présent. Si ça tombe mal parce que la séance, vous l'avez remarqué, est filmée. Donc puisque M. Druy a souhaité nous proposer de filmer cette séance, j'allais dire première dans la configuration normale en mairie, nous l'avons accepté et c'est organisé de manière exceptionnelle. Avant d'entamer l'ordre du jour, je vais essayer, lors des séances du conseil municipal, d'innover en donnant aussi quelques informations à l'ensemble des élus et donc du public présent. 4 points aujourd'hui, des informations que je vais essayer de faire assez rapides pour que vous puissiez être informés de questions qui ne sont pas à l'ordre du jour mais qui sont intéressantes dans leur objet. Première information, vous l'avez vu certainement dans la presse, mais la Commission nationale d'aménagement commercial a donné un avis défavorable au projet de la Capucière, donc porté par la communauté d'agglomération Euroméditerranée sur la commune de Descens. Nous ne connaissons pas encore les tenants et les aboutissants de la décision de cet avis défavorable. Cela ne remet en aucun cas le projet en cause, puisque le projet a déjà démarré dans sa partie non commerciale, puisque des travaux sont déjà en cours. En termes de travaux, le rond-point d'accès à la zone de la Capucière devrait également démarrer le mois prochain. Je ne parle pas du rond-point général de la sortie d'autoroute, je parle du rond-point d'accès à la Capucière. Donc simplement pour dire que cet avis est certes défavorable, mais il va permettre certainement de discuter à nouveau du projet en communauté d'agglomération et peut-être de l'affiner, de l'améliorer et en tout cas de le porter dans le bon sens dans les mois qui arrivent. Donc première information donc, sur la Capucière. Deuxième information, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette premier sujet. Sinon, deuxième information, l'affaire que l'on a appelée des chiens de la maison située chemin de la Croix de Redon sur Bessan également. Donc je pense que la presse en a assez fait l'écho, en sachant que cette dame est malheureusement décédée aujourd'hui. Nous avons, nous, mairie, à gérer une question de salubrité publique qui n'est pas une mince affaire. Aujourd'hui, des devis ont été effectués pour assurer, on va dire un entretien ou en tout cas un nettoyage des lieux dans le sens où un arrêté d'insalubrité a été signé par la préfecture. Je n'ai pas donné mon accord pour le montant qui est envisagé, ou en tout cas qui nous a été transmis pour le devis, puisqu'il s'élève à plus de 50 000 €.
Et j'estime que la mairie n'a pas engagé une telle somme, en tout cas à ce jour, pour le nettoyage de ces lieux qui restent privés. On a quand même une question de salubrité publique à gérer, nous le gérerons, mais on va revoir les choses pour pas que cela soit si élevé pour la commune. Alors, une recherche d'hérédité est en cours. La maison, alors je ne peux pas donner des éléments d'ordre privé, mais la maison ne lui appartient pas non plus entièrement. Après, il y a des questions de succession aussi qui entrent en jeu. Donc aujourd'hui, on est dans l'attente de pas mal de réponses sur ces points-là, et on fait au mieux pour gérer la situation, notamment la situation, on va dire, d'hygiène, qui laisse à désirer sur les lieux, notamment par rapport aux riverains. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui va évoluer dans les semaines qui arrivent. Troisième point, une information depuis hier, les fouilles archéologiques ont démarré sur le site de la Monadière. Donc nous sommes heureux, la municipalité de Bessan, d'avoir permis la réalisation de ces fouilles, puisque vous savez que ces fouilles sont en cours parce qu'il y a un projet sur ce terrain, et que c'est en raison de ce projet que les fouilles ont lieu. Donc elles vont durer pendant 4 mois environ, donc c'est-à-dire jusqu'à mi-juillet, fin juillet. Elles sont gérées par le service régional d'archéologie qui dépend de l'État, et elles sont organisées par la société Chronoterre. Et j'ai demandé à ce qu'il y ait une communication régulière qui nous soit faite sur les résultats progressifs de ces fouilles. Et dans le courant du mois de juin, puisque sont organisées au niveau national les journées nationales de l'archéologie, il y aura des journées portes ouvertes qui seront organisées à la fois pour les scolaires et pour le grand public sur ces fouilles, en attendant bien sûr de savoir exactement ce qui y sera trouvé. Voilà donc une information aussi du moment. Et puis quatrième information avant d'entamer l'ordre du jour, vous l'avez certainement su aussi, notamment aujourd'hui dans le journal, donc Bessan a obtenu une vice-présidence à la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Écoutez, j'en suis très heureux, à la fois à titre personnel, mais à la fois au nom de la commune. Et je pense qu'avec ma collègue Madame Thomas, mais avec également notre collègue Sylvie Loubet, nous pourrons travailler dans de bonnes conditions au sein du conseil d'agglomération pour défendre les intérêts de Bessan et les intérêts intercommunaux, parce que il y va de l'intérêt à la fois de la commune et des 18 autres communes de l'agglomération. Voilà les quelques informations, et à chaque conseil municipal, j'essaierai de vous donner des points essentiels du moment concernant les sujets en cours. Si vous en êtes d'accord, on démarre l'ordre du jour du conseil municipal. L'approbation d'abord du compte rendu du conseil municipal du 6 avril 2014. C'était le conseil municipal qui s'est déroulé à la salle des fêtes, à titre dérogatoire, et qui a vu principalement l'installation du conseil, l'élection du maire, l'élection des adjoints, et également la fixation du nombre d'administrateurs élus du CCAS. Est-ce qu'il y a des questions sur ce compte rendu que vous avez reçu dans votre enveloppe? Pas de questions, donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, unanimité. Donc, première question à l'ordre du jour, l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS. Vous le savez, le centre communal d'action sociale fonctionne au travers d'un conseil d'administration. Donc, l'article L123.6 du Code de l'action sociale et des familles prévoit la composition de ces conseils d'administration. Le maire donc, est président de droit du CCAS. Sont ensuite désignés des élus du conseil municipal, donc dont le nombre a été fixé à 4 lors de la délibération du 6 avril dernier, et puis des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social, et ce sont des associations départementales qui nous font des propositions. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à élire les membres du conseil municipal, des listes. Donc c'est un scrutin de liste qui doit être fait. C'est à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel,
et le scrutin doit être secret. Donc nous allons procéder. Vous avez des candidatures donc, qui ont été faites. La liste Bessan avec audace a proposé donc Madame Loubet Sylvie et Madame Bouteiller Yvette. Et la liste Ensemble pour Bessan a proposé Madame Thomas Laurence, Madame Grenouillon Hélène, Madame Soulier-Lognos Gisèle et Madame Carminati Céline. Donc sont élus au conseil d'administration du CCAS Madame Laurence Thomas, Madame Hélène Grenouillon, Madame Gisèle Soulier-Lognos et Madame Sylvie Loubet. Voilà pour cette première question. Vous pourrez peut-être les mettre ailleurs. Le second est suppléant? Non, il n'y a pas de suppléant. Si c'est absent, c'est absent. Voilà, s'il est absent, il y a possibilité de donner procuration dans le même sens que lors d'un conseil municipal. Deuxième question, rebelote, élection des représentants à la commission d'appel d'offres. Donc l'article 22 du Code des marchés publics détermine la composition de la commission d'appel d'offres dans les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est notre cas. Donc le maire est président de droit de la commission d'appel d'offres. Il y a 5 membres titulaires du conseil municipal et là 5 membres suppléants du conseil municipal. L'élection se fait dans le même cadre, scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Alors, 4 bulletins de la liste Bessan avec audace, et je ne recompte pas puisqu'il y a le même nombre de votants, 22 bulletins pour la liste Ensemble pour Bessan. Donc sont donc élus à la commission d'appel d'offres 4 membres de la liste Ensemble pour Bessan, c'est ça? C'est ça, oui. Voilà, donc, et un membre. Donc ça veut dire que les membres de la commission d'appel d'offres, les membres titulaires sont M. Mignan, M. Albertos, M. Marin, Mme Carminati et M. Papin. Et concernant les suppléants, M. Trouillet, Mme Thomas, M. Foulgat, M. Pourra et M. Sanchez. Voilà, c'est la proportionnelle et à chaque fois avec 4 voix vous avez un siège. Donc parfait pour la commission d'appel d'offres. S'il n'y a pas de questions, on continue avec la question numéro 3. Les délégations donc, du conseil municipal au maire. Donc l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales précise les délégations que le conseil municipal peut donner au maire pour assurer la bonne gestion des affaires communales. Donc il est proposé à l'Assemblée de déléguer uniquement les compétences suivantes. Je vais vous en faire une lecture assez rapide puisqu'il y a 24 points, mais cette délégation permet au maire de signer des décisions qui sont ensuite à charge pour le maire d'en faire part à la séance du conseil municipal qui suit. Donc cela va sur des questions d'affectation des propriétés communales, sur la réalisation des emprunts, sur les décisions relatives au marché à procédure adaptée, sur des questions relatives à la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas une année, sur les contrats d'assurance, les régies comptables, la reprise des concessions dans les cimetières, le fait de pouvoir accepter des dons ou des legs, l'aliénation de gré à gré, la rémunération des frais et honoraires des avocats, notaires ou encore huissiers de justice, de fixer l'estimation des services fiscaux, de créer des classes dans les établissements d'enseignement s'il y a lieu, les reprises d'alignement. Ça concerne un grand point très conditionné sur les droits de préemption sur la commune, de régler les conséquences des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux, l'application d'un code de l'urbanisme concernant l'établissement public foncier local, j'en passe, la ligne de trésorerie, les droits de priorité, le renouvellement de l'adhésion à des associations dont la commune est membre, en précisant donc qu'en cas d'empêchement du maire, les compétences objets de la présente délibération sont exercées par le premier adjoint, en l'occurrence la première adjointe. Le maire peut également subdéléguer ses compétences à un adjoint en vertu du Code général des collectivités territoriales, ainsi que sa signature à certains fonctionnaires, sous condition. Et le maire, donc, comme je vous le disais, doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal l'ensemble des décisions qu'il a prises. Est-ce que vous avez des questions relatives à ce point numéro 3? Oui. Oui, nous voterons contre.
Parce que nous proposons, dans le cadre, je t'en ai déjà parlé Stéphane, de la création d'un bureau municipal, de voter les délégations de pouvoir au maire suivant les affaires courantes. Voilà, en fonction des affaires courantes. Donc, voilà, on en a discuté ensemble, je le prends en compte. Cette délégation donnée par le conseil au maire n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui est très classique et qui se fait dans toutes les communes. Et pour une bonne administration, je peux comprendre votre opposition hein, et je la respecte, mais je la maintiens bien entendu au vote du conseil municipal. Donc, qui est contre? 4 voix, puisqu'il y a une procuration. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Question 4. Élection des représentants de la commune au sein du CIVOM du canton d'Agde. Donc, le CIVOM du canton d'Agde est un syndicat intercommunal qui regroupe une vingtaine de communes selon les compétences. Donc, la commune doit être représentée par 3 délégués titulaires et par 3 délégués suppléants, appelés à siéger donc les suppléants en cas d'empêchement des titulaires. Là par contre, nous sommes dans une configuration où on revote au bulletin secret, mais c'est à la majorité absolue. Il n'y a plus de représentation proportionnelle. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, le 3e tour sera fait à la majorité relative. Concernant donc cette élection pour le CIVOM du canton d'Agde, la liste Ensemble pour Bessin avait été proposée dans le sens, a été proposée donc titulaire M. Marin, M. Albertos, M. Foulgat, suppléant Mme Soulier-Lognos, M. Trouillet, M. Prévost, et Sylvie, je crois que vous m'avez indiqué que vous vouliez proposer des délégués également. Jean-Louis Papin. Donc vous proposez un délégué titulaire. Titulaire aussi. Donc comme nous n'avions pas eu l'info, vous n'avez pas les documents, donc je vous laisserai le marquer sur un papier. Donc voilà, on revote donc pour l'élection pour le CIVOM du canton d'Agde. Voilà, donc M. Papin pour Bessin avec Audace à 4 voix, donc 22 voix pour la liste Ensemble pour Bessin. S'agissant d'une élection à la majorité absolue, l'ensemble des candidats de la liste Ensemble pour Bessin sont élus, donc titulaire M. Marin, M. Albertos, M. Foulgat, et suppléant Mme Soulier-Lognos, M. Trouillet et M. Prévost. Voilà pour le CIVOM du canton d'Agde. Nous passons à la question 5. Nous allons procéder à l'élection des représentants de la commune au sein du syndicat mixte d'études et de travaux de l'Astien. Donc, il appartient au conseil municipal d'élire les représentants titulaires et suppléants qui représenteront la commune donc, au syndicat mixte d'études de l'Astien. Donc, on a 2 votes à faire séparés sur cette question. Dans un premier temps, il faut désigner le représentant titulaire et le représentant suppléant de la commune de Bessin, donc au comité syndical du SMETA. Donc, nous proposons pour la liste Ensemble pour Bessin, donc M. Marin-Philippe, membre titulaire, et M. Pépin Bonnet Stéphane, en membre suppléant. Est-ce que vous avez des candidats à l'élire? Gilbert Sanchez. D'accord, donc un simple membre titulaire. Hein. Oui. Le SMETA, le syndicat mixte d'études de travaux de la Nappe-Astienne, M. Gilbert Sanchez a obtenu 4 voix. 22 voix pour la liste Ensemble pour Bessin sont donc élus. Membre titulaire M. Marin-Philippe et membre suppléant M. Pépin Bonnet Stéphane. On continue, merci, avec toujours dans le cadre du SMETA, mais cette fois-ci à la commission locale de l'eau du SAGE de l'Astien. Le SAGE, c'est le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau. Vous proposez personne? Non. Donc nous proposons donc comme membre titulaire, là il n'y a qu'un représentant titulaire, il n'y a pas de suppléant, M. Gaudi Cyril. 25 voix pour M. Gaudi Cyril et un bulletin blanc. Donc M. Gaudi Cyril est élu membre titulaire de la commission locale de l'eau. Et nous continuons à la question 6, c'est le dernier vote de ce genre, après on passera à d'autres questions. C'est l'élection des représentants de la commune au sein du syndicat mixte Héros Énergie. Donc il nous faut désigner les délégués titulaires et suppléants, un titulaire et un suppléant, toujours au scrutin secret à la majorité absolue.
pour le syndicat mixte Héros Énergie dont la commune est adhérente. Est-ce que vous avez des candidats? Madame Bouteiller. Donc Madame Bouteiller, membre titulaire pour la liste Bessan avec audace, et la liste Ensemble pour Bessan, membre titulaire Monsieur Marin Philippe, membre suppléant Monsieur Pépin Bonnet Stéphane. Donc Madame Bouteiller Yvette, 4 voix, 22 voix pour la liste Ensemble pour Bessan, sont donc élus donc membre titulaire Monsieur Marin Philippe, membre suppléant Monsieur Pépin Bonnet Stéphane, donc au syndicat Héros Énergie. Septième question à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire de l'année 2014. Donc, le Code général des collectivités territoriales prévoit qu'un débat doit avoir lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget avant le vote du budget primitif. Le vote du budget primitif est prévu pour la fin du mois d'avril. Donc, les élus donc, ont reçu un document qui est composé de 2 parties principales, un contexte national, et ensuite les perspectives 2014 sur le budget principal. Je vais parcourir les grandes lignes de ce document pour ensuite engager le débat s'il y a lieu avec les élus qui le souhaiteront. Donc concernant le contexte, l'objet du débat d'orientation budgétaire permet de situer les orientations sur la base d'un état des lieux à partir duquel se construira une politique pluriannuelle. Et les principales orientations du budget 2014 sont principalement destinées à déterminer les choix d'investissement sur lesquels devront s'opérer ensuite au niveau du budget des arbitrages, bien sûr, parce que tout ne peut pas être fait. Donc, concernant le contexte et les principales mesures, donc notamment de la loi de finances pour 2014 qui vont concerner la commune, donc chaque année il y a une enveloppe normée qui regroupe les principales dotations que nous fournit l'État aux collectivités locales. À noter que pour la première année, l'enveloppe sera en baisse pour les collectivités et donc pour la commune de Bessan. Il y a également prévu des ajustements qui seront apportés au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales, qui réduit donc le nombre de bénéficiaires et qui augmente la participation des établissements publics de coopération intercommunale. Donc on peut se réjouir par contre que la communauté d'agglomération reste bénéficiaire du fonds qui augmentera significativement en 2014. La DSR, la dotation de solidarité rurale, elle augmente en masse de 4,2%. On connaîtra prochainement les montants concernant les 100. Toujours au niveau national, la dotation nationale de péréquation augmente de 1,29%. À noter aussi un élément qui joue, c'est l'augmentation du taux de TVA depuis le 1er janvier de 19,6 à 20% et de 7 à 10% pour le taux réduit. En compensation, le taux de FCTVA, qui nous permet un remboursement partiel de la TVA, passe de 15,482% à 15,761%. Il y a aussi prévu au niveau gouvernemental une revalorisation des valeurs locatives, donc plus 0,9% par rapport donc avec l'évolution du PIB, contre 1,8% en 2013, donc l'augmentation des valeurs locatives augmente moins que l'année précédente. Un élément aussi qui n'est pas très positif, mais c'est le transfert d'office de la taxe d'électricité, la TCFE, qui avant était donnée, on va dire rétrocédée aux communes. Là, elle sera directement transférée au syndicat d'électricité, donc en l'occurrence, nous, c'est Héros Énergie, donc syndicat qui a la compétence d'autorité organisatrice de distribution d'électricité. Et cette taxe, elle ne pourra pas être reversée aux communes, ou en tout cas qu'à hauteur de 50% maximum, soit une perte globale pour les communes d'environ 1,7 milliard d'euros. Donc c'est une perte supérieure à la réduction des dotations. Donc au niveau national, c'est quelque chose de très important. Et c'est on va dire que c'est mis en place par le gouvernement pour financer la transition énergétique. Sur Bessan, c'est entre 60 000 et 120 000 euros qui sont perdus par an à partir de 2015. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable.
Nous avons aussi la réforme des rythmes scolaires qui joue aussi sur Bessan là, dans l'autre sens, puisqu'il y a une attribution de 50 € par élève, puisque nous avons décidé en 2013 de mettre en place la réforme des rythmes scolaires. Et puis l'année 2014 est aussi la première année d'application des pénalités prévues par la loi SRU pour le déficit de logements sociaux. Des informations que vous entendez quelquefois à la télévision. Donc pour 2014, pour ce qui concerne la commune de Bessan, on a la possibilité de faire un dégrèvement exceptionnel pour un montant de dépenses qui avait été engagé par l'agglomération pour la création de logements sociaux sur le territoire de la commune en 2012. De ce fait, on n'aura pas de pénalité cette année sur 2014, mais ça arrive dès 2015. Au niveau de la communauté d'agglomération, donc ça c'est dans le contexte, il y a le maintien des taux d'imposition à leur niveau, il y a la poursuite d'investissement et le développement de la ZAC de la Capucière qui aura aussi des effets à venir sur nos finances. Et puis à noter également un accord cadre. Alors pour faire simple, avant les communes pouvaient bénéficier d'aides de l'agence de l'eau, et bien maintenant ces aides sont conditionnées à des accords entre les intercommunalités, le conseil général et l'agence de l'eau. Donc cela va réduire les aides que pouvait nous apporter l'agence de l'eau. Donc un contexte qui incite à la prudence, parce que pour 2015, très rapidement, il y a encore une nouvelle baisse de la DGF prévue de 1,5 milliard. Il y a le relèvement du seuil d'effort fiscal de 0,8 à 0,9 pour bénéficier donc du fonds de péréquation. Il y a le transfert d'office de la taxe d'électricité, je viens de vous en parler, qui va arriver. En 2015, là par contre, une estimation encore à vérifier, mais nous aurons certainement une pénalité de 50 000 € pour le déficit de logements sociaux. Il y a également, sauf opposition des communes, un possible transfert de la compétence des plans locaux d'urbanisme à l'agglomération, ce qui veut dire que cela transférera de fait la taxe d'aménagement, que nous ne percevrions plus si nous prenons ce choix prochainement. Il y a la baisse des concours financiers du Conseil général et de l'Agence de l'eau aux communes. Et il y a la révision des valeurs locatives des habitations qui est susceptible d'entraîner des modifications des équilibres financiers à l'échéance 2018. Je vous rassure, on garde quand même le sourire, même si les nouvelles ne sont pas extraordinaires. Donc, je vous rappelle que la population qui compte pour tout ce qui est dotation pour la commune, c'est que le nombre de population, c'est 4 702 habitants au 1er janvier 2014. Notre population DGF, population qui compte pour les dotations, elle dépasse les 5 000 habitants, parce que dans la DGF sont compris les résidences secondaires, entre autres, parce qu'il y a d'autres éléments. Quelques indicateurs dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire sur la dynamique locale. Les indicateurs de démographie. Nous avons eu en 2013 38 naissances, nous avons eu 49 décès, donc vous voyez que le solde est négatif, et nous mettons à part les décès aussi à la maison de retraite, parce qu'il ne faut pas avoir une vision avec la maison de retraite à l'intérieur. À la maison de retraite, il y en a eu 13. Au niveau des effectifs scolarisés, à l'école maternelle, 175 enfants, à l'école primaire, 263, soit un total de 438 au premier degré, et pour le collège, 526. Et un autre indicateur aussi qui est intéressant, c'est le nombre de permis de construire qui a été délivré en 2013, 28 permis de construire pour des maisons individuelles et 3 pour des créations de logements. Donc on constate, comme je vous disais, que le solde naturel est négatif. Donc le renouvellement de la population dépend aussi et surtout en partie du solde migratoire de personnes qui viennent habiter la commune. Les effectifs scolarisés sont en hausse en 2013 et devraient encore progresser en 2014, on en parlera sur les perspectives d'aménagement scolaire. Et donc l'augmentation du nombre de créations de logements est aussi en cours, puisque nous avons des opérations qui se sont terminées en fin d'année 2013 qui vont aboutir à des permis qui vont être délivrés, notamment sur le chemin des Rompudes et sur la commercialisation du lotissement communal. Sur l'analyse financière, je vais passer rapidement sur l'exercice 2013, puisque les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 3 837 493,11 € avec des rattachements à l'exercice.
Les recettes de fonctionnement 4 539 125 04. Donc on a un excédent de fonctionnement pour l'année 2013 qui s'établit à 701 631,93 €, avec une prévision budgétaire fixée à 510 068,34 €. Donc on avait prévu un excédent de 510 000 € et nous avons réussi sur le budget 2013 à réaliser 700 000. Pour l'année 2014, les grands équilibres du budget semblent maintenus, avec les différents ratios, notamment donc, pour ce qui concerne les charges de gestion courantes, les subventions, les intérêts, la masse salariale et les amortissements. Je passe un petit peu rapidement sur ce point. 44% des dépenses de fonctionnement correspondent à la masse salariale, un chiffre qui doit faire l'objet de retraitement compte tenu de refacturation, puisque vous avez des agents qui travaillent sur le budget de la commune, mais qui participent aussi à d'autres budgets, donc il y a des refacturations. Et le pourcentage après retraitement s'établit à 38,62% des dépenses réelles de fonctionnement concernant les dépenses de personnel. Le ratio, c'est un ratio intéressant, les charges de personnel sur la population, abaissant s'établit à 341,62 € par habitant. Et au niveau des communes de notre strate de 3005 à 5000 habitants, il est à 435 €. Donc on voit qu'on est en dessous, ce qui est plutôt un bon ratio. Au niveau de l'investissement, donc les dépenses d'équipement sont en augmentation en 2013 à 1 833 628 €, auxquels s'ajoutent les 474 705 € de reste à réaliser. Elles ont été en partie financées par un emprunt qui a été contracté l'an dernier de 400 000 €. L'encours de la dette s'élève à 3 519 699 € et la capacité de désendettement de la commune, elle est bonne puisqu'elle est fixée à 4,29 années. Ça veut dire qu'en 4,29 années, on rembourserait l'ensemble de nos emprunts si nous n'investissions pas. On dit qu'à partir de la 8e année, une commune, il faut qu'elle ait 8 ans pour on va dire, absorber cet endettement. Ça commence à être rouge. Nous sommes à 4,29, ce qui est plutôt bien. Vous avez aussi une petite approche pluriannuelle sur laquelle je vais passer de l'évolution des dépenses de fonctionnement, où on voit une certaine stabilité dans l'ensemble. Il y a également quelques ratios de solde intermédiaire de gestion, avec des ratios qui sont là aussi positifs, autant en épargne brute qu'en épargne nette ou qu'en épargne de gestion. Un petit mot également sur le contexte sur les budgets annexes, puisque nous avons un budget communal, mais il y a également le budget de l'eau, le budget de l'assainissement, mais également nous avons le budget du lotissement Le Ponant et le budget du parking du boulevard de la Liberté. Et également un petit mot, même si ce n'est pas de la compétence du conseil municipal, sur le centre communal d'action sociale, puisque le CCAS a bénéficié en 2013 d'une subvention d'équilibre du budget communal de 400 000 €. Donc à ce titre, il importe de suivre l'équilibre de ce budget dans le cadre du DOB. Il y a eu un excédent de fonctionnement sur le budget du CCAS en 2013 de 132 113,17 € et un excédent d'investissement de 54 226,78 €. À moins qu'il y ait des questions sur ce contexte national, on pourrait passer sur les questions qui touchent la commune, sur les perspectives 2014. Une peut-être sur la page 3, quand il est question de la ZAC de la Capucière. Oui. On en a parlé déjà tout à l'heure, mais après le refus de la Commission nationale, pour faire le point et le relier avec le DOB, on demande aussi dans un deuxième temps d'informer la population du contenu de ce projet, de permettre à la population de participer à l'élaboration de la nouvelle formule, puisqu'il faudra retoquer le projet, et de considérer la population comme partie prenante dans nos décisions. Voilà, on aimerait qu'il y ait à ce niveau-là une attitude plus ouverte vis-à-vis de la population. Donc sur ce que vous venez de dire, c'est qu'un avis durant c'est pas une décision, mais c'est qu'un avis durant la Commission nationale d'aménagement commercial.
La ZAC de la Capucière a fait l'objet, et c'était tout à fait normal, de débats dans le cadre de la campagne électorale. Nous souhaitons nous aussi qu'elle fasse l'objet d'informations plus précises dans le cadre de ce mandat qui débute. Donc aujourd'hui, nous ne connaissons pas encore les motivations de la CNAC. Il semblerait que les motivations ne soient pas liées, je me dis ça au conditionnel, mais à l'aspect commercial du projet. Donc ça serait plutôt des aspects urbanistiques qui auraient été soulevés. Donc on va attendre de savoir exactement ce qu'il en est. Ça ne remet pas en cause, je l'ai dit tout à l'heure, le projet, puisque les travaux ont démarré, la partie bureau, la partie logistique, la partie entreprise débute. C'est uniquement sur le volet commercial, mais il n'y a aucun souci à ce qu'il y ait de l'information. Il y aura de l'information à notre niveau, dès que nous aussi, nouveaux élus, même si on fait partie d'une certaine continuité, nouveaux élus, on va revoir les choses au sein de l'agglo. Il y a un nouveau vice-président qui est chargé des questions des parts d'activité économique, puisqu'il a changé aussi, puisque M. Nia a laissé la place à M. Hugonnet. Donc on va revoir les choses avec eux et on en informera la population, bien entendu. Et la maire restera mise par l'agglo. Vous l'avez entendu, je pense, lundi en conseil d'agglomération, le président a redit qu'il, dans le cadre de son fonctionnement, il a bien redit qu'il n'allait jamais à l'encontre d'un maire sur le territoire de sa commune. Donc, certes, c'est la communauté d'agglomération qui porte ce projet, et je l'ai dit avec énergie pendant toute cette campagne électorale, mais ce sont les élus bessaniers qui décideront de ce qui sera fait sur ce projet au travers des organes existants, des comités de pilotage, des comités de suivi, avec à la fois la communauté d'agglomération et à la fois l'aménageur CFA Aménagement. On a peut-être un peu plus de chance maintenant d'y entrer parce que précédemment ça aurait été verrouillé. Parce que CFA ayant pris la totalité de l'organisation au niveau commercial, il n'y avait pas de possibilité de revenir sur les choses mises en place. Il y a toujours eu un dialogue avec CFA, il y a une nouvelle donne, voilà. Ouais. Il faut faire pression pour arriver à... Peut-être pas pression, peut-être on s'entendra très bien sans faire pression, mais en tout cas, il faut que le projet qui soit porté à la Capucière soit un projet qui soit positif pour la commune, à la fois pour son développement démographique, à la fois pour l'essor de l'emploi et à la fois pour le commerce. Je crois qu'avec ces trois volets-là, on a une bonne vision et il faut qu'on réussisse ces trois volets. Oui, quand je dis pression, c'est pas négatif, c'est prendre sa place, occuper sa place et aller au bout des choses pour éviter que ça ne corresponde pas à ce que l'on veut. C'est bien en tout cas ce que je ferai en tout cas à mon niveau, au niveau du vice-président de la communauté d'agglomération, même si j'aurai en charge l'habitat. Je serai partie prenante en tant que maire, là, cette fois-ci, dans ce projet. Vous y serez, vous l'avez vu depuis le début du mandat, j'essaye de vous informer, de vous donner le maximum d'éléments. J'espère que le temps me permettra de continuer à pouvoir le faire, on se l'est dit tous les deux, puisqu'on a maintenant des entretiens privilégiés. Mais voilà, j'essaierai de vous informer aussi. Et je n'exclus pas, avec l'équipe, de faire des réunions publiques sur le sujet. Parce que c'est indispensable. Donc on continue donc, sur les perspectives 2014, donc ça c'était le contexte général. Donc vous vous en doutez, le budget 2014, bien que voté au lendemain d'une élection municipale dans le cadre d'un nouveau mandat, il se trouve contraint par les exigences donc, de la continuité du service public et des programmes d'investissement déjà engagés. Mais la nouvelle équipe, en tout cas, que nous représentons, veut y donner aussi des éléments nouveaux. Donc les dépenses qui sont prévisibles en 2014, en section de fonctionnement, il y a peu de changements qui sont attendus dans les masses. Par contre, il faut avoir à l'idée que les charges à caractère général vont subir donc en 2014 l'impact des tarifs de l'énergie et l'extension constante du réseau d'éclairage public. On a beaucoup fait ces dernières années sur l'extension du réseau d'éclairage, c'est bien. Par contre, ça a aussi un coût maintenant à la fois sur les tarifs de l'énergie et sur les questions de maintenance. Donc d'ailleurs, le poste maintenance sera impacté. Le poste personnel, il subit aussi des augmentations d'origine réglementaire par rapport aux cotisations patronales, par rapport à l'augmentation du SMIC qui augmente aussi cette année, et par des décisions qui ont été mises en place pour revaloriser les catégories C. Donc, notamment par exemple pour Bessan en 2014, ça s'est estimé à 19 000 €, ce qui est une bonne chose pour les agents.
Par contre, ça a une incidence aussi sur le budget qu'il faut prendre en compte. Il faut également noter la suppression de la journée de carence en faveur du personnel aussi qui a été décidée, donc il y aura des incidences sur le budget. Et également une réflexion à avoir sur la subvention communale qui sera attribuée au CCAS. Et puis sur l'annuité de la dette qui est en augmentation en raison du début, et c'est normal, d'amortissement des emprunts que nous avons souscrits en 2013. Donc dès 2014, nous avons l'annuité de la dette qui augmente. En termes de recettes, il y aura des choix en matière de fiscalité qui vont permettre d'assurer l'équilibre budgétaire donc, par rapport à ce que peuvent accepter les contribuables sur le montant de l'impôt. Et puis l'incertitude sur les dotations, puisque je vous le rappelle, les dotations baissent pour la première fois. La fiscalité, c'est donc la principale variable d'ajustement du budget. L'augmentation physique des bases donc, qui est mise en place par l'État déterminera un petit peu l'évolution des ressources. Au niveau de la communauté d'agglomération, puisqu'il faut le prendre en compte, l'évaluation des charges transférées est de 117 667. L'attribution de compensation, en 2013, elle était de 712 043. Elle baisse en 2014 à 707 244 parce nous avons transféré au 1er juillet 2013, souvenez-vous, pour ceux qui étaient membres du Conseil, l'instruction des permis de construire à la communauté d'agglomération. Avant, c'était l'État qui le faisait gratuitement. L'État n'ayant plus d'argent, c'est l'agglo qui l'a repris et c'est normal, il faut payer le service. Donc, quelques éléments des programmes qui seront soumis aux arbitrages budgétaires donc, que nous aurons à faire à la fin du mois en votant le budget. Moi, je dirais que c'est aujourd'hui l'occasion pour le nouveau maire et la nouvelle équipe municipale de commencer à entrevoir ce qui sera fait dans le mandat. Donc, nous avons pris l'optique, au-delà de dégrainer des éléments, nous avons pris l'optique de terminer tout ce qui a été engagé, et quand je dis tout, c'est en tout cas une grande partie. Donc de nombreux projets sont engagés. On peut citer par exemple la 4e tranche de la route de Mont-Blanc qui reste à faire entre le chemin de Castelsec et le lotissement Les Elfes. Ce n'est qu'un exemple. Il faut qu'on finisse aussi la traversée piétonne de la voie ferrée. Donc il y a pas mal de choses à terminer. Donc nous proposerons au niveau budgétaire pour le prochain conseil municipal donc, de terminer ces projets-là. Et puis nous voulons mettre sur rail dès l'année 2014 des projets que nous avons portés pendant la campagne municipale et que nous comptons bien mettre en application. Et je veux inciter principalement deux, au-delà de tous les travaux qui peuvent être faits et qui seront faits par les services et les entreprises. Mais deux études de programmation qui nous tiennent à cœur. Premièrement, l'étude de programmation des infrastructures scolaires, que nous lancerons dès cette année 2014, et l'étude de programmation d'aménagement de la Grande Rue, c'est-à-dire de la place de la promenade, de la place de la Fontaine jusqu'à la place de la promenade, jusqu'à la salle des fêtes. Cette étude de programmation va nous permettre à la fois de savoir exactement ce qu'il en advient de ces projets, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut les faire, en débattant à la fois au sein du conseil municipal, mais aussi en consultant les différents intervenants qui peuvent exister dans ces différents domaines. Je passe sur d'autres projets qui sont en cours, le programme pluriannuel de rénovation des écoles. Au niveau du sport, il y a deux projets qui ont été lancés en 2013 qui conviendra de suivre en 2014. On ne sait pas encore s'ils seront retenus budgétairement en fonction des retours, notamment des demandes de subventions. Je cite donc là la main courante du stade Saint-Claude ou la rénovation du terrain de Tambourin. Il y a également la fin de l'éclairage public du chemin de la Croix de Redon. Nous sommes dans l'attente d'une subvention d'Héro Énergie. Et puis il y a toujours l'entretien des bâtiments communaux avec le gymnase Jules Ferry, les toilettes du stade municipal, bien sûr les rénovations de voiries, la signalisation, les chemins ruraux. Je passe rapidement sur l'ensemble de ces projets. Le débat d'orientation budgétaire est là pour faire un état de ce qui reste et c'est ensuite au niveau du budget 2014 que nous déciderons. Mais vraiment l'axe que nous voulons donner, et si c'est les éléments, j'aimerais qu'on retienne ceci, c'est terminer ce qui a été engagé,
et puis ensuite lancer les grands chantiers qui vont marquer en tout cas ce début de mandat sur la requalification du centre-ville. Je suis d'ailleurs ravi d'avoir la délégation liée à l'habitat qui va peut-être nous aider à développer aussi des efforts que nous avons à faire sur la requalification du centre-ville en lien avec la communauté d'agglomération, et puis sur les infrastructures scolaires où nous allons avoir un gros chantier à engager pour savoir comment créer ce nouveau groupe scolaire et dans quelles conditions. Un petit mot avant d'en débattre, j'en suppose. Pour la réalisation de ces programmes, on doit agir sur nos ressources. On a beaucoup parlé de la diminution des dotations, mais il faut aussi des ressources. Donc on a l'autofinancement, on a un report d'excédent de 2013, on a le fonds de compensation de la TVA, le FCTVA, on a nos taxes d'urbanisme, on a nos amortissements, on a aussi notre fiscalité, nous en parlerons prochainement. Il y a le cofinancement des partenaires institutionnels, principalement le Conseil général, l'AGLO sur certains points, ou l'État. Et puis il y a également le financement par l'emprunt, en indiquant qu'il ne serait pas pertinent de recourir à l'emprunt en 2014 afin de maintenir un encours de la dette dans la fourchette actuelle et de réserver notre capacité d'endettement à la réalisation des gros investissements qui sont envisagés dans le mandat. Je parle là de l'école ou de la salle de spectacle que nous aurons à engager certainement dès 2015-2016. Sur les budgets annexes, rien de bien particulier, sauf que sur le budget de l'eau, nous avons quand même la canalisation d'adduction, c'est-à-dire entière à refaire, c'est-à-dire du point de captage de la Barquette à la Guinguette jusqu'au château d'eau à Saint-Claude. Donc ça sera principalement réalisé sur le budget de l'eau. Et des actions aussi sur le budget de l'assainissement. Je vous fais grâce des différents points qui restent sur ce document. Donc, écoutez, débattons, s'il y a de quoi débattre. On avait une question sur l'eau et l'assainissement. Oui. Quelle sera la position de l'AGLO? Quelles conséquences pour Bessin? Quel devenir? Et est-ce qu'on ne doit pas craindre de voir ce service céder à d'autres organismes privés, par exemple? Et à ce moment-là, que ferez-vous? Alors c'est une bonne question. Sur l'eau, on va prendre les deux aspects parce que c'est deux aspects différents. Sur l'eau, la volonté est de maintenir et de continuer à gérer notre gestion de l'eau publique en régie. Là-dessus, il ne semble pas qu'il y ait ni d'envie municipale, ni de décision gouvernementale qui pourrait venir à faire un obstacle à ce point-là. Et je crois que vous avez le même avis, maintien du service de l'eau au niveau de la commune, au niveau communal et en régie, parce qu'on peut très bien l'avoir au niveau communal, mais le faire en délégation. Au niveau de l'assainissement, c'est un peu le flou. Sauf erreur de ma part, il y a une décision gouvernementale qui attend un décret d'application aujourd'hui, ou quelque chose comme ça en tout cas. L'Association des maires de France essaye de faire du lobbying et de la pression en ce moment. Donc cette décision gouvernementale transférerait de fait les services d'assainissement aux intercommunalités. Contre la volonté aussi. Ça c'est de fait, c'est-à-dire sans discussion possible, un peu comme la taxe d'électricité que nous avons vue, on n'a pas eu la possibilité de discuter. Si c'est de fait, le gouvernement en prendra l'entière responsabilité. Si ce n'est pas de fait, nous souhaitons maintenir notre service d'assainissement en régie publique. Ça serait même contraire aux actions que nous avons faites, puisque nous avons engagé, je crois, 3 millions d'euros environ avec la station d'épuration. Donc là, aujourd'hui, on est un peu tous les élus dans les nouveautés qui vont arriver, et on attend de voir. Après, c'est difficile d'en dire plus aujourd'hui. En tout cas, la volonté de notre équipe, et je sais, je peux parler au nom du conseil municipal, c'est de conserver ces services en régie. Si je peux vous répondre de manière claire, nette et précise, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Une autre précision, Stéphane, si tu permets. La dernière page du DOV, il y a l'état de la dette
encours de 1 145 000, je suppose que c'est l'encours que supporte la maison de retraite. À quel niveau? C'est la même page. Ici, 1 245 000. C'est le budget de l'assainissement, en mots. Ah, on l'a fait remonter là. Voilà. Donc ça, non, mais ça, c'est le budget de l'assainissement. Vous avez la page qui est mentionnée. C'est le budget, Ah oui, je vois pas, voilà, le budget principal. Parce que là, Pourquoi il n'y a pas le budget de l'eau? Parce qu'à ce jour, il n'y a pas d'emprunt sur le budget de l'eau. Donc il n'y a pas d'état de la dette. À moins que vous vouliez préciser quelque chose, M. Lalande, qui assure le suivi budgétaire. Concernant la dette communale, on n'a que deux budgets qui supportent une dette, le budget principal et le budget de l'assainissement. C'est pour la raison pour laquelle il y a ces deux pages. Budget après, on a effectivement une dette sur l'EHPAD et sur le CCS, mais ça relève effectivement de la gestion du CCS et du conseil d'administration. Sur le budget communal, c'est la somme que je vous ai dit dans le DOB, elle est 3 513 679 57. Et là, en fait, c'est l'emprunt que nous avons, les emprunts que nous avons réalisés concernant la réalisation de la station d'épuration. De toute façon, au-delà de ces discussions-là, nous aurons à discuter plus précisément de ce que nous mettrons dans le budget 2014, des propositions que nous avons à faire aussi en termes de taux d'imposition que nous ferons lors du prochain conseil, mais que je vous communiquerai avant dans l'entretien que nous avons en préparation du conseil municipal. Voilà ce qu'on pouvait dire sur, on va dire, les éléments financiers et budgétaires de la commune. Nous avons des budgets que l'on pourrait qualifier de bons. Par contre, un contexte national voilà, qui est compliqué, qui est quelquefois incertain, qui nous incite à être très prudents dans la gestion de nos finances. Et c'est sans porter de jugement sur de quelconques décisions qui peuvent arriver du gouvernement. On en a vécu dans un sens ou dans un autre. On est obligé ensuite de les appliquer. Simplement, à force de ça, ça serait bien que l'on garde en tête que ce n'est pas la peine d'augmenter les impôts. Bien, écoutez, c'est le débat que nous aurons, et nous ne serons peut-être pas si divergents que ça sur le prochain conseil municipal. 8e question, on reste dans les finances, ça concerne les indemnités des élus, donc qui sont très à la mode en ce moment au niveau médiatique. Donc, je vous rappelle que les fonctions d'élu local sont gratuites, il n'y a pas de salaire, et il y a des indemnisations qui sont destinées à couvrir les frais liés à l'exercice du mandat et qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales, qui sont limitées par la strate de la commune dans une enveloppe financière. Et donc il est possible d'allouer des indemnités de fonction toujours dans cette limite de l'enveloppe aux maires, aux adjoints et aux conseillers titulaires d'une délégation. Il y a des montants maximum. Vous aurez remarqué que j'ai souhaité ne pas avoir le montant maximum de l'indemnité qui pourrait être attribuée au maire. J'ai décidé de la baisser pour pouvoir donner une indemnité à des conseillers municipaux de la majorité qui ont eu délégation de ma part, donc que j'ai signé lundi 7 avril, le lendemain de l'élection du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Donc le taux applicable, il est de 55% maximum pour le maire, je l'ai porté à 50%, je le propose à 50%. Le taux maximum d'indemnité de fonction pour un adjoint est à 22%, je l'ai porté à 18%. Et le taux maximal d'indemnité de fonction des conseillers municipaux, il est à 6% de cet indice et il est à 1,46%, ce qui fait en brut mensuel pour le maire 1 900,73 €, pour les adjoints 684,26 €, pour le conseiller délégué également et pour les conseillers municipaux 55,50 €, et ce sont du brut puisque nous cotisons, les élus cotisent à des charges salariales et patronales sur ces indemnités. Est-ce que vous avez des questions? Oui, nous avons des déclarations à faire. Au vu du tableau proposé pour les émoluments, nous sommes choqués par la forte discrimination entre élus autour de cette table, ceci dans la continuité dont tu es garant. Ainsi, réprouvant totalement cette attitude, nous allons quitter la séance du conseil municipal pour le vote de la question numéro 8.
Alors je peux peut-être vous porter une précision avant que vous quittiez la séance, ou vous souhaitez que je m'adresse à la simple majorité? Comme tu veux, nous pouvons l'entendre. Et Donc ensuite, je vous laisse vous rasseoir parce que c'est un élément que vous m'avez indiqué en tête à tête, donc c'est tout à fait logique que vous n'en fassiez pas. Comme je vous ai indiqué, c'est une question de confiance. Une délégation, c'est on va dire, c'est une partie de ce que je peux avoir comme pouvoir que je délègue à des élus. Donc du coup, il y a une indemnité qui est liée. Vous auriez pu vous lever lors de la séance précédente à ce moment-là pour ne pas être d'accord sur le fait que vous n'ayez pas de délégation. Mais comme je vous ai indiqué, vous n'avez pas non plus voté pour le maire lors de l'élection du maire. Donc là, la question de confiance, il faut qu'elle soit réciproque. on a voté de toute façon, on est dans notre ligne, dans notre droite ligne, il est normal que l'on ait voté et que je me présente. Et Voilà, il n'y tout a à pas fait, du tout de... et donc tout à fait problème. normal, à mes yeux et à nos yeux, que nous attribuions une indemnité liée à une délégation aux seuls élus de la majorité qui n'ont pas eu votre vote ce jour-là, mais je respecte votre position. Je vous laisse vous lever et quitter la séance, on se comprend. Donc il va y avoir un vote avec 4 personnes en moins. Donc qui est contre? Aucun. Qui s'abstient? Aucun. Adopté à l'unanimité des membres présents. Je vous laisse vous rasseoir. Et nous passons donc à la question numéro 9. Là, c'est une indemnité de conseil qui est allouée au comptable du Trésor. Donc, je vous rappelle le fonctionnement qu'il existe dans l'administration des collectivités. L'ordonnateur, c'est le maire, c'est-à-dire c'est celui qui ordonne les dépenses. Et ensuite, il y a le comptable qui est exercé dans toutes les collectivités par un responsable du Trésor public. En l'occurrence, il s'agit pour nous de M. Marito Michel, qui est le receveur municipal de la trésorerie de Marseillan. Et nous devons, comme à chaque début de mandat ou à chaque changement de receveur d'ailleurs, nous devons lui attribuer une indemnité qui est calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel précité. Et il est précité, c'est l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution d'une indemnité de conseil au comptable non centralisateur des services extérieurs du Trésor chargé des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux. Sans vous poser de colle, monsieur Lalande, est-ce qu'on peut savoir de quel montant est cette indemnité pour le receveur? Approximativement 1 000 € par an. Pour l'année. Voilà. Mais nous sommes tenus d'adopter cette indemnité. Je remarque que là, vous ne vous levez pas, mais c'est tout à fait logique. Non, sur l'indemnité de conseil? Oui. Allez-y, monsieur Sanchez. Nous demandons à M. le maire, tout simplement, compte tenu éventuellement de cette indemnité, d'informer la totalité du conseil municipal du rapport annuel établi par le receveur de Marseillan concernant la gestion de la commune avec ses propres commentaires, sans être tenu de le faire comme par le passé, par écrit. Donc c'est vrai qu'il existe des communes où le receveur est invité à expliquer l'état financier, c'est ça je pense. Donc écoutez, je dois le rencontrer prochainement avec M. Lalande, on lui fera part de ce souhait-là, en sachant que ce n'est pas une obligation et qu'il peut très bien nous dire non, mais on lui fera la proposition, cela ne me gêne absolument pas. Qui est contre cette indemnité? On a voté, je ne sais plus. Non, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Unanimité. Question 10, le taux d'avancement de grade 2014. Donc, ça concerne les deux questions que nous avons au niveau du personnel municipal. Donc, vous savez, il y a des agents, alors je vais essayer de faire simple parce que la fonction publique territoriale c'est assez ardu. Les agents peuvent, à certains moments de leur carrière, augmenter de grade. Pour cela, il faut que la collectivité détermine un taux d'avancement de grade. Abaissant, il est de tradition de voter ce taux à 100%. Par exemple, si on avait voté un taux à 50%, ça voudrait dire que s'il y avait deux agents qui étaient concernés, on aurait pu en faire avancer qu'un seul. Là, on fait avancer les agents de la commune, toujours au taux de 100%. Donc, je vous propose de fixer le taux pour les avancements de grade suivants donc, qui nous concernent. Dans la filière technique, nous avons un adjoint technique de première classe qui est susceptible de passer adjoint technique principal de deuxième classe. Et dans la filière administrative, nous avons un adjoint administratif de première classe
qui peut passer adjoint administratif principal de 2e classe. Est-ce que vous avez des questions? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 11e question, la modification du tableau des effectifs au 1er mai 2014. Donc c'est pour justement faire ces avancements de grade que je viens de vous citer. Pardon, il faut les adopter. En fait, nous supprimons donc 2 postes d'adjoint technique et nous créons un poste annoncé pour des personnes différentes. Là. Il y en a un qui est différent. Ouais, il y en a un qui est différent puisqu'on crée un poste d'agent de maîtrise. Là, c'est toujours pareil. Nous avons l'habitude à la mairie de Descentes sous la houlette et le contrôle de M. Lalande de faire ça systématiquement, c'est-à-dire on supprime les postes qui ne sont plus attribués et on crée les postes. Et j'ai souhaité donc que M. Lalande joigne au nouveau conseil municipal l'état des effectifs que nous avions voté au 1er janvier. Comme ça, tout le monde a connaissance de l'état des effectifs du personnel de la commune au 1er janvier. Donc sur ces modifications du tableau des effectifs, est-ce que vous avez des questions? Juste une remarque, Stéphane, si tu permets. Sur ce tableau des effectifs, je remarque qu'on part de vue 43. Et ça, c'est au 1er janvier. Précédemment, avec M. Ravi, au mois de mars, nous avions un document où il y en avait 43 plus 3. Vous avez sûrement une explication? Eh bien, on va essayer de vous la fournir, parce que ça, c'est la délibération qui est du 14 janvier. Il y a peut-être eu un tableau des effectifs intermédiaires qu'on n'a pas joint. Non, mais c'est une Non, mais on vous le communiquera. Je ne pense pas qu'il y ait eu une différence significative entre le tableau du 1er janvier 2013 et le tableau du 1er janvier 2014. Je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence. 31 décembre 2013, je peux vous le faire passer tout à l'heure. Vous le regarderez. Oui, non, mais là je l'ai sous les yeux, c'est celui qu'on vous a distribué, le tableau au 1er janvier 2014. Non, Oui. il parle d'un autre. Si tu veux bien nous Non, mais il n'y en a qu'un de tableau des effectifs. Ça a été donné par M. Ravi, le compte administratif. Ah oui, ça c'est dans le compte Ça, administratif. c'est le compte administratif. Et là, on en trouve 44. D'accord, donc il y a une Au 31 décembre. différence de 1, ce qui effectivement peut s'expliquer, puisque si par exemple il y a une nomination au 1er janvier, parce que là, 1er janvier, elle n'est pas effective au 31 décembre, donc ça explique la différence. Un agent qui est nommé au 1er janvier, il ne peut pas faire partie de l'état du 31 décembre 2013. Mais on le vérifiera si, par acquis de conscience, cet état que vous avez là en mai, voilà, qui date du 14 janvier 2014 est le bon. Est-ce qu'on a voté, Madame la secrétaire? Non. Donc qui est contre la modification pour ce tableau des effectifs, qui s'abstient, qui est pour? Allez, unanimité. Donc vous voyez, tout à l'heure le conseil municipal m'a délégué des possibilités de signature et de décision prises donc, au titre des délégations du maire. Donc concernant les marchés publics, 3 décisions ont été signées depuis la précédente séance générale. Je ne parle pas de la séance du 6 avril, mais la précédente séance. Il y a eu la signature d'un marché le 21 mars 2014 à l'entreprise SOR à Nîmes concernant l'entretien du réseau d'assainissement de la ville de Bessan et des équipements dédiés. On conserve le service public en régie, mais on est obligé de se faire quelquefois assister sur des missions spécifiques par des sociétés. Le montant de ce marché annuel, il est de 31 194 € TTC, renouvelable deux fois par tacite reconduction. Il y a eu également une décision le 21 mars 2014 concernant, avec l'entreprise Signaux Giro Grand Sud. Ça concerne le marché de fourniture et de services à bonne de commande pour la fourniture de matériel de signalisation et la prestation de services à titre secondaire. Bien entendu, on ne commande pas les panneaux au coup par coup, ou plutôt aussi on les commande au coup par coup, mais on passe un marché global avec une entreprise qui nous permet d'avoir des tarifs tout au long de l'année. C'est ce qu'on appelle un marché à bonne de commande. Donc c'est ce qui a été signé le 21 mars 2014. Le 21 mars 2014, c'était le précédent, notre ami Robert, le précédent maire. Et ensuite, le 2 avril 2014, il y a eu l'attribution d'un marché de prestations intellectuelles à bonne de commande, là aussi, sur une mission de relevé topographique. Travaux de création du réseau d'adduction depuis le puits de la Barquette jusqu'au réservoir communal. C'est ce dont on a un petit peu effleuré la question tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons fait un marché pour avoir des meilleures prestations afin d'avoir des levées topographiques sur le futur tracé de la conduite et de la future conduite d'eau. J'ai des informations à vous communiquer
Donc, pour vous dire que le prochain conseil municipal aura lieu, on va essayer à chaque fois qu'on pourra le faire, pour communiquer la date, il aura lieu le lundi 28 avril 2014 à 18h30 et il sera question, une grosse partie, c'est les votes de l'ensemble des budgets. Je demanderai aussi aux élus de bien vouloir communiquer à Mademoiselle Debac une photo d'identité papier pour pouvoir préparer votre carte d'élu, comme chaque année, profiter de l'occasion pour le dire ici. Et puis ensuite, quelques invitations. Je vous rappelle, vous allez le recevoir, ou vous l'avez dans les casiers, je ne sais pas. Le 27 avril, c'est la journée des déportés. Il y a une cérémonie au Monument du Souvenir à 11h30, sans défiler directement au Monument du Souvenir. Le 1er mai, il y a la traditionnelle remise du grain de muguet à la maison de retraite à 11h, en lien avec M. Costala et le personnel de la maison de retraite. Le 8 mai, il tombe le 8 mai cette année. Il aura lieu à 17h15, donc c'est le 69e anniversaire de l'armistice. Alors pourquoi il aura lieu en fin de journée cette année? Parce que dans le cadre du centenaire de 14-18, il y a des manifestations qui s'organisent un petit peu partout, des manifestations qui sont agréées. Alors certes, c'est le 8 mai, on va fêter le 8 mai 45, mais à 17h15, donc, il y aura la cérémonie habituelle. Et à 18h, à la salle des fêtes, il y aura la présentation gratuite d'un spectacle agréé par le consortium qui a été mis en place au niveau national pour 14-18. Adieu la vie, adieu l'amour. Ça explique la vie des poilus. Et ça sera mis en scène par les amis du cheval marin d'Agde. Et une dernière information pour les élus. Les noces d'or seront, comme chaque année, organisées avec les aînés de la TUC, le club du 3e âge de Descente. Et ça aura lieu, UNFPA, le 10 mai à 11h dans cette même salle. Voilà les informations que je souhaitais vous donner. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des remarques, des observations? Le conseil municipal est un lieu de débat, on l'a vu ce soir. Donc, je vous remercie. La séance est levée.